Bonjour à tous. Donc, je suis Stéphanie Maza. Je suis ravie de vous accueillir à cette conférence du Printemps de la recherche en éducation. Donc, l'enjeu de cette manifestation, c'est de promouvoir la place des recherches en éducation dans la formation universitaire et professionnelle des enseignants et des personnels d'éducation, que ce soit en formation initiale ou en formation continue. Donc, le thème qui a été choisi par le réseau des INSPE pour cette 10e édition, c'est celui du bien-être à l'école. Donc, c'est une thématique qui nous est chère et elle va être traitée au cours de ce cycle de conférences du point de vue d'une diversité de disciplines de recherche en éducation. Aujourd'hui, je vais assurer la fonction de modératrice. Au cours de cette conférence, vous allez pouvoir poser des questions à Rebecca Chanclan en cliquant en bas à droite de votre écran sur le petit icône, question. Après cela, je ferai une synthèse de ces questions et je les poserai à notre présentatrice. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Madame Rebecca Chanclan pour une conférence qui porte sur le développement des compétences psychosociales pour favoriser le bien-être et la réussite scolaire. Donc Rebecca est professeure des universités en psychologie à l'université Lyon 2. Elle est responsable de l'Observatoire du bien-être. Cet observatoire a pour objectif d'accompagner les établissements vers l'amélioration du bien-être dans les établissements scolaires. Elle fait également partie du groupe de travail que j'ai la chance d'animer auprès du Conseil scientifique de l'éducation nationale qui porte sur le bien-être des élèves. Nous sommes en train de rédiger ensemble une note sur les compétences psychosociales et vous allez voir que dans sa présentation, plusieurs éléments vous seront présentés. Je vais également vous mentionner la parution du livre Les compétences psychosociales, manuel de développement aux éditions de Bock que Rebecca a coécrit ces quelques dernières années. Rebecca, je suis ravie de pouvoir t'écouter aujourd'hui. Je te laisse donc la parole. Puis après ça, on pourra prendre ensemble en revue les questions qui te seront posées. Merci de ta présence. Merci pour cette introduction. Bonjour à tous, ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler donc des compétences psychosociales comme moyen de favoriser le bien-être et la réussite scolaire. Alors au départ, les compétences psychosociales, c'est un terme qui a été proposé par l'Organisation mondiale de la santé, donc qui vient du champ de la santé, qui était considéré comme une capacité générale de la personne à pouvoir répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. Par la suite, ça a été décrit plus spécifiquement sous forme d'un ensemble de compétences qui sont considérées comme des outils d'adaptation cognitive, émotionnelle, comportementale, qui permettent à l'individu de faire face aux situations de la vie, tout en respectant les autres et en collaborant avec eux. Et j'aime beaucoup cette définition puisque justement, elle met vraiment l'accent sur le fait qu'on n'est pas simplement en train de développer des compétences pour qu'un individu réussisse mieux dans la vie seul, mais vraiment des compétences qui vont contribuer à un meilleur climat scolaire également. Ces compétences ont été ensuite répertoriées en 3 grandes catégories que vous pouvez retrouver dans le référentiel qui a été publié sur le site de Santé publique France, je vous ai mis le lien. Donc 3 grandes catégories, une première qui concerne des compétences d'ordre cognitif, avec notamment la capacité à avoir conscience de soi, c'est-à-dire connaître ses forces, ses limites, ses buts, ses valeurs, pour pouvoir ensuite prendre des décisions qui sont en cohérence avec les objectifs, avec les valeurs de la personne, et développer également la capacité à pouvoir maîtriser ses impulsions et avancer dans les étapes que l'on s'est fixées. Donc ça, c'est un ensemble de compétences d'ordre cognitif. Vous avez ensuite un ensemble de compétences d'ordre émotionnel qui comprennent notamment la capacité à identifier ses émotions, identifier aussi les signaux de stress, pouvoir également réguler l'intensité de ces émotions, donc diminuer l'intensité d'émotions difficiles comme la peur, l'angoisse, la colère, de manière à pouvoir développer des relations constructives et des réponses adaptées aux situations, et pouvoir aussi gérer son stress, toujours dans cette idée de pouvoir continuer à avancer dans les objectifs qu'on s'est fixés, et notamment les objectifs d'apprentissage.
Enfin, la troisième grande catégorie concerne les compétences sociales et regroupe un ensemble de compétences autour des capacités de communication, donc la capacité à écouter l'autre, à pouvoir communiquer de façon efficace, c'est-à-dire avec un message clair et entendable par l'interlocuteur, construire des liens sociaux de manière durable, donc pouvoir entretenir des relations, s'intégrer à un groupe et résoudre des difficultés relationnelles qui comprennent notamment la capacité à pouvoir demander de l'aide, à s'affirmer, à pouvoir résister à la pression du groupe. Donc cet ensemble de compétences, enfin, ces trois ensembles de compétences finalement sont interreliés, ce qui signifie que lorsqu'on va travailler sur un ensemble, par exemple les compétences cognitives, ça va influencer aussi le développement des autres compétences. Donc quelle que soit finalement la porte d'entrée que vous allez choisir pour pouvoir développer ces compétences, ça va avoir une influence sur le développement des autres compétences. Au niveau de Santé publique France, le choix qui a été fait, c'est de proposer un séquençage pédagogique qui commence par les compétences cognitives où d'abord l'objectif est d'être en mesure de prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de soi, de ses forces, de ses ressources, de ses buts pour pouvoir ensuite avancer en direction de ses objectifs. Et ensuite, dans un deuxième temps, développer des compétences émotionnelles qui vont à leur tour nous aider à mieux interagir avec les personnes. Lorsqu'on est davantage capable de diminuer l'intensité des émotions, on va être davantage en mesure de communiquer de manière constructive avec autrui. Toutefois, vous pouvez aussi cibler certaines compétences spécifiques qui vous semblent particulièrement utiles, ce qu'on va faire par exemple dans le cas d'intervention sur la prévention du harcèlement scolaire. On va s'intéresser d'une part aux compétences d'ordre émotionnel pour pouvoir aider les élèves à mieux réguler leurs émotions et donc avoir des comportements plus constructifs, et des compétences sociales comme la capacité à s'affirmer qui va être très utile notamment pour les témoins. Donc on peut cibler certaines compétences, sachant que lorsqu'on travaille une compétence, indirectement, on va aussi développer certaines compétences cognitives comme la meilleure connaissance de soi en étant plus à l'écoute de notamment ses émotions ou ses valeurs. Alors pourquoi ce choix de développer les compétences psychosociales ? Ce que montrent les recherches, et ici je vous présente les résultats de méta-analyse, c'est-à-dire lorsqu'on rassemble toutes les recherches interventionnelles qui ont porté sur l'évaluation de programmes de développement des compétences psychosociales. La première méta-analyse date de 2011 et porte sur des recherches qui ont été menées durant une vingtaine d'années. Elle comprend plus de 270 000 élèves. Et la méta-analyse la plus récente, c'est celle de 2023, qui porte sur plus de 575 000 élèves concernant des programmes qui ont été menés dans 53 pays différents. Donc, on a aujourd'hui un ensemble de données qui vont dans le sens du développement de la santé mentale avec moins de problématiques d'ordre affectif comme les troubles anxio-dépressifs, moins de problèmes de comportement, une meilleure estime de soi, plus de bien-être, une réduction des problématiques liées à des conduites à risque comme les consommations de substances psychoactives ou encore des problématiques de violence et de harcèlement scolaire. C'est également associé, ça permet de développer aussi une meilleure réussite sur le plan scolaire avec moins d'échecs, de meilleurs diplômes à la sortie, une meilleure insertion sociale et professionnelle. Et ça permet de développer de meilleures relations, donc notamment dans le contexte scolaire, entre pairs et avec les enseignants. C'est la raison pour laquelle, finalement, en 2022, un ensemble de ministères ont décidé de s'engager pour développer ces compétences psychosociales dans tous les secteurs qui concernent la jeunesse, pour pouvoir finalement contribuer à la fois à des dimensions liées à la santé mentale, à des questions liées au vivre ensemble et donc au climat scolaire et à des dimensions qui concernent la réussite. Et quelques points à noter.
par rapport à cette question, puisque l'ensemble de ces ministères s'est engagé finalement à former les professionnels dans ces différents secteurs, que ce soit dans le travail social, dans l'éducation nationale, dans le champ du soutien à la parentalité. Donc tous les adultes finalement en position d'éducation sont concernés par cette question du développement des compétences psychosociales aujourd'hui en France. Et ce que montrent les méta-analyses que je vous ai citées tout à l'heure, c'est que selon l'aspect qui va être ciblé, selon ce qu'on cherche à développer, ça va être plus ou moins efficace lorsqu'on est enseignant ou lorsqu'on est professionnel de la prévention, par exemple. Ici, dans ce tableau, vous voyez sur la partie encadrée à gauche en bleu que au niveau du développement des compétences psychosociales elles-mêmes, les intervenants extérieurs, qui sont donc des professionnels de la prévention et du développement des compétences psychosociales, vont être encore plus efficaces que les enseignants pour développer ces compétences. Ce qu'on peut tout à fait comprendre, puisque lorsqu'on connaît comment fonctionnent les ateliers et les séquences pédagogiques qui visent le développement de ces compétences, ça nécessite finalement une posture professionnelle un peu différente de celle qu'on a l'habitude d'adopter en tant qu'enseignant, où on va transmettre des savoirs ou transmettre des compétences disciplinaires. Là, on est plutôt dans une posture professionnelle de type socratique, c'est-à-dire on va chercher à faire émerger une connaissance de la personne à propos d'elle-même que nous, on n'a pas au préalable. Donc, ça nécessite finalement de jongler entre différentes postures professionnelles, ce qui explique que, bien que ce soit tout à fait efficace aussi quand on est enseignant, ça l'est encore plus lorsqu'on ne fait que ça, lorsqu'on a adopté cette posture toute la semaine. Par contre, ce qui est vraiment important à souligner, puisque pendant un certain nombre d'années, en France, on a plutôt fait appel à des intervenants extérieurs pour faire ce type d'atelier. On s'aperçoit au niveau des recherches que, et c'est le deuxième encadré bleu ici, c'est plus efficace pour améliorer la qualité des relations entre pairs et avec les enseignants lorsque c'est l'enseignant lui-même qui fait ces séquences pédagogiques dans sa classe. Donc, il y a vraiment une importance aujourd'hui à pouvoir former les professionnels de l'éducation dans tous les secteurs pour qu'ils puissent eux-mêmes vraiment agir auprès des publics accueillis. Par ailleurs, il faut tenir compte du fait qu'une majorité de ces études, jusqu'à récemment, ont été menées plutôt dans d'autres pays que la France et dans des contextes scolaires différents, dans le sens où il y a souvent des cours qui sont prévus, des plages horaires qui sont prévues pour le développement de ces compétences, qu'on appelle l'apprentissage socio-émotionnel dans les pays anglophones. Et donc, les résultats que je vous ai présentés portent sur des programmes qui sont menés vraiment dans la durée, avec du coup une moyenne de 40 séances par programme, ce qui n'est pas encore vraiment ce qu'on a pu mettre en place au niveau de l'éducation nationale en France, sachant que justement c'est très difficile, et notamment au collège ou au lycée, où chaque enseignant a son propre programme aussi à suivre et à réaliser dans un temps déjà très contraint. Donc, ajouter des séquences spécifiques sur les compétences émotionnelles, ce n'est pas simple. C'est la raison pour laquelle, en France, on a plutôt souhaité encourager le développement de ces compétences en les intégrant dans les séquences pédagogiques disciplinaires, et j'y reviendrai plus en détail. Un dernier point important, c'est que le travail sur les compétences psychosociales peut se faire tout au long de la scolarité, et c'était notamment prévu de cette manière dans le parcours éducatif de santé, hein, donc on peut commencer dès la maternelle et poursuivre jusque dans l'enseignement supérieur, avec une efficacité des interventions qui se maintient dans la durée, mais aussi un approfondissement qui est possible différemment selon le développement cognitif des élèves. Donc, plus on va avancer en âge, plus on peut approfondir ses compétences. Dernier point important par rapport aux méta-analyses qui ont été réalisées, c'est l'importance de la formation des professionnels, puisque l'efficacité des interventions va dépendre
du caractère qualitatif, on va dire, de ces formations, avec notamment une explicitation des mécanismes ciblés et un suivi des professionnels lors de la première mise en œuvre de ce type de séquences pédagogiques dans leur contexte professionnel. Donc là aussi, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore pu mettre en œuvre suffisamment au niveau de l'éducation nationale, où finalement on a souvent fait des formations, par exemple sur 2 jours, mais ensuite on a plus de difficultés pour mettre en place un suivi ou une co-animation de ces séquences. Donc ça fait partie vraiment des recommandations aujourd'hui d'encourager plusieurs professionnels d'un même établissement à se former pour pouvoir ensuite co-animer ensemble, ou bien de pouvoir faire appel à des conseillers pédagogiques, par exemple, ou des psychologues d'éducation nationale pour pouvoir co-animer ces séquences et donc s'approprier finalement à la fois les contenus et les modalités pédagogiques et la posture professionnelle qui favorise le plus possible le développement de ces compétences. Un dernier point à souligner concerne aussi l'adaptation culturelle qui peut être nécessaire parfois, puisqu'on va s'appuyer souvent sur des programmes qui ont été expérimentés dans d'autres contextes culturels, et donc il peut être nécessaire d'adapter certains aspects qui ne correspondraient pas au contexte dans lesquels vous travaillez. Alors concrètement, comment on peut développer ces compétences? On va le voir juste après. Là, je voulais faire un focus vraiment spécifique sur la raison pour laquelle l'éducation nationale aujourd'hui est vraiment en train de déployer des formations à grande échelle pour les professionnels de l'éducation nationale. C'est parce qu'on a un certain nombre de données qui montrent à quel point ces compétences vont être nécessaires pour favoriser un engagement dans les apprentissages. Alors, si je prends les 3 catégories, notamment, ce qui a été mis en évidence par la recherche, c'est que les compétences émotionnelles vont être très utiles pour favoriser une meilleure disponibilité mentale aux apprentissages, donc une disponibilité de l'attention, permettre un meilleur engagement attentionnel dans les tâches proposées dans le contexte scolaire. Et ces recherches ont notamment été menées auprès de jeunes enfants, donc même avant l'entrée en école maternelle, qui montrent que plus ces compétences auront été développées, notamment la capacité à identifier ses émotions, identifier les émotions des autres, plus ça va permettre à l'enfant d'être disponible mentalement pour s'engager dans des apprentissages disciplinaires. Par ailleurs, ça a été montré également chez les élèves plus âgés et notamment chez les adolescents, où là aussi c'est une période où les émotions peuvent être plus intenses, plus fluctuantes, et donc les compétences émotionnelles comme la régulation des émotions vont être particulièrement utiles pour maintenir l'engagement dans les apprentissages et favoriser une meilleure réussite scolaire. Ce qui a été mis en évidence notamment donc en école maternelle et élémentaire, c'est que ce type de programme qui peut être proposé, notamment je vous encourage à aller voir le programme qui a été développé par Édouard Jantaz de l'Université de Genève, qui a été déployé notamment sur l'Académie de Grenoble pour les écoles maternelles sur les compétences émotionnelles. On voit donc des effets ensuite sur de meilleurs résultats au niveau de la lecture, des mathématiques ou encore des sciences plus tard. Au niveau des compétences cognitives, là aussi, on voit que ça va faciliter un certain nombre d'étapes dans le domaine des apprentissages et notamment de l'autorégulation des apprentissages, qu'on se situe en amont de l'engagement dans une tâche d'apprentissage, donc au niveau de la planification. Ces compétences cognitives, psychosociales cognitives, vont permettre à l'élève d'identifier au mieux ses buts, les besoins pour y parvenir et les étapes nécessaires. Pendant la tâche, ça va faciliter l'autorégulation des émotions et de l'attention, donc permettre une meilleure concentration. Et après la tâche, la capacité d'introspection, donc d'identification de ses besoins, de son niveau de compréhension, vont être facilitée aussi par les compétences d'ordre cognitif. Par ailleurs, une des compétences qui a été fortement associée à la réussite scolaire, c'est la capacité à résoudre des problèmes.
Et donc, là aussi, il peut y avoir des séquences pédagogiques spécifiques autour de la résolution de problèmes qui vont avoir des effets bénéfiques sur la réussite scolaire. Au niveau des compétences sociales, un certain nombre de travaux ont mis en évidence l'intérêt de l'apprentissage collaboratif en contexte scolaire notamment, pour permettre à la fois d'augmenter la motivation et l'engagement dans les apprentissages, mais aussi du coup la réussite scolaire. Et plus récemment, ce qui a été mis en évidence, c'est que lorsqu'on développe les compétences sociales en plus de ces modalités pédagogiques, ça va renforcer les bénéfices de ces séquences pédagogiques de travail collaboratif. Donc, on a finalement tout intérêt à la fois combiner des séquences qui vont être dédiées à développer des compétences d'ordre social, comme la capacité d'écoute, de négociation, d'affirmation de soi, et utiliser des modalités pédagogiques qui favorisent le développement aussi de ces compétences, donc notamment le travail collaboratif. Un dernier point qui me semblait important aussi à souligner, c'est que ces interventions sur les compétences psychosociales vont être encore plus utiles pour les élèves en situation de vulnérabilité et pour développer une meilleure inclusion scolaire. Donc, ce qui a été mis en évidence par les recherches, c'est que notamment donc les compétences cognitives qui vont permettre aux élèves de s'engager davantage dans les apprentissages, de pouvoir mieux autoréguler leurs apprentissages. Bon, ça va être particulièrement bénéfique pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques, de même que les compétences émotionnelles qui vont aussi permettre une meilleure concentration dans le travail, et les compétences sociales qui vont les aider finalement à rentrer davantage dans le travail collaboratif, ce qui va être très utile pour la motivation et l'engagement dans les apprentissages. Donc, on sait aujourd'hui que plus les élèves présentent un certain nombre de vulnérabilités, plus ça va être pertinent de pouvoir développer ces compétences psychosociales. De plus, ce qui a été mis en évidence spécifiquement sur la question de l'inclusion scolaire, c'est que lorsqu'on propose des séquences pédagogiques autour ce qu'on appelle les habiletés sociales, mais donc les compétences sociales, lorsqu'on inclut à la fois les élèves à besoins éducatifs spécifiques et les autres élèves de la classe, ça va favoriser l'inclusion scolaire dans les classes concernées. Donc, c'est vraiment un travail qui peut être intéressant pour améliorer le climat de classe et le bien-être des élèves et la réussite de tous. Je vous ai mis là quelques exemples de synthèse d'études dans ce contexte, avec notamment une synthèse sur 18 études portant sur des élèves ayant un trouble du spectre de l'autisme, qui montre que ce travail spécifique sur les compétences sociales permet effectivement d'améliorer la qualité des interactions en classe et l'inclusion de ces élèves. Et ce que je trouvais intéressant aussi dans la synthèse juste en dessous, donc de Hassani et Schwab, c'est que les effets observés sont observés à la fois par les enseignants, par les élèves eux-mêmes concernés et par les parents. Donc c'est vraiment une perception de toute la communauté éducative des bienfaits de ce type d'intervention. Alors concrètement, comment on peut faire pour développer ces compétences psychosociales, notamment en contexte scolaire? Il y a deux grandes catégories de recherches qui ont mis en évidence une efficacité sur le développement de ces compétences et qui sont tout à fait complémentaires. Tout d'abord, on peut donc proposer des activités pédagogiques spécifiques sur le développement de chaque compétence. Et souvent, ces activités sont regroupées sous forme de programmes. Donc, quand on parle de programme, c'est qu'il y a un ensemble, une série en fait d'ateliers qui vont viser un ensemble de compétences psychosociales, comme c'est le cas du programme Free for Mowbray. Donc, c'est un programme danois qui a été recommandé par la DGESCO cette année, donc début 2024, pour favoriser le vivre ensemble à travers un travail autour de l'empathie, l'attention à l'autre, l'identification et la régulation des émotions. On peut aussi
avoir accès à des activités, des séquences pédagogiques, notamment à travers le kit empathie qui a été développé par la DGESCO. Je vous ai mis le lien pour ceux qui ne l'auraient plus. Où là, ça va être plus à chaque professionnel de choisir quelles sont les séquences qu'il souhaite proposer pour sa classe en fonction des besoins identifiés, en fonction de l'âge, en fonction des objectifs ciblés. Mais sans oublier que on peut aussi développer ses compétences tout simplement à travers des séquences pédagogiques disciplinaires en proposant par exemple des modalités de travail collaboratif. Alors, il y a vraiment ces deux possibilités en termes d'activités spécifiques de développement des compétences psychosociales. Soit on peut choisir un programme déjà existant, comme Free for Mobery, en fait, ça veut dire texto, ça veut dire libérer du harcèlement, mais en français, il a été traduit par vivre ensemble. Donc, c'est vraiment un programme autour de l'amélioration du climat. Ou alors, on peut choisir de créer soi-même, en tant que professionnel, un parcours qui va être adapté à sa classe, à son public accueilli, avec des avantages et des inconvénients dans l'une ou l'autre formule. Et on considère vraiment que ces formules sont complémentaires. Donc, il n'y a pas forcément à choisir l'une ou l'autre. Vous pouvez très bien faire les deux. Vous pouvez très bien être formé à des programmes validés ou collaborer avec des personnels de santé de l'établissement comme les infirmières scolaires ou encore avec les IREPS, donc c'est les instances régionales de prévention, d'éducation pour la santé, qui peuvent co-construire avec vous des interventions ou qui peuvent aussi co-animer des interventions. Donc vous pouvez combiner les deux, sachant que lorsqu'on crée soi-même son parcours pédagogique, donc en s'appuyant bien sûr sur des pratiques déjà validées, donc on peut choisir soi-même les séquences qu'on sélectionne, on a du coup de fait plus d'autonomie, moins de risque de lassitude, puisque chaque année on va pouvoir choisir des séquences différentes, des outils différents en fonction de sa classe, mais avec éventuellement certains désavantages, notamment parce que ça nécessite du coup un investissement plus important sur le plan pédagogique. Et on peut aussi avoir un risque de saupoudrage, c'est-à-dire que nous on évalue aussi au niveau de l'Observatoire du bien-être à l'école des interventions qui ont été conçues et mis en œuvre par des enseignants qui ne font pas partie de programmes validés. Et si on prend seulement par exemple 2 séquences sur les émotions et puis ensuite on se dit on va tout de suite passer après à des compétences sociales, ça peut ne pas être suffisant pour être efficace, puisque le simple fait de prendre la compétence régulation des émotions nécessite en soi un entraînement, plusieurs séquences. Donc voilà, on risque de perdre en efficacité si on ne s'appuie pas vraiment sur des programmes qui sont suffisamment longs. Donc, ce qu'on encourage plutôt lorsque les enseignants souhaitent faire leur propre parcours, c'est de prévoir finalement des séquences tout au long de l'année. C'est tout l'intérêt de pouvoir le faire, par exemple, en école maternelle ou en école élémentaire. C'est qu'on va pouvoir faire un exercice par semaine et donc renforcer vraiment ses compétences tout au long de l'année. Tandis que les programmes validés, souvent, sont sur des durées plus courtes. Par exemple, le programme Unplug qui est proposé en France au niveau du collège, c'est un programme de prévention des conduites à risque, notamment des consommations de substances psychoactives. Il est prévu en 12 séances de 50 minutes, qui sont déjà pas simples à caser dans le programme au collège, mais voilà, qui apportent déjà une efficacité sur ces 12 séquences, sauf par exemple sur la capacité à réguler ses émotions. Donc là, il y a une nécessité de pouvoir ajouter d'autres pratiques au cours de l'année. Donc, par exemple, il y a une autre expérimentation en cours sur l'Académie de la Réunion sur des pratiques de respiration ce qu'on appelle en cohérence cardiaque. Donc, c'est une respiration profonde et lente qui permet une meilleure régulation du stress et des émotions. Donc, par exemple, ça peut être quelque chose à intégrer
par exemple, dans le quotidien de la classe, sans que ça prenne beaucoup de temps sur le temps scolaire. Et au contraire, en fait, ça va permettre une meilleure qualité de l'attention. Lorsqu'on fait, par exemple, juste après la récréation, on peut faire 3 à 5 minutes de respiration profonde et lente, et ça va favoriser après l'attention pour la suite. Donc l'idée, c'est de pouvoir identifier qu'est-ce qui va être le plus pertinent, le plus efficace et le plus utile aussi dans le contexte scolaire pour favoriser les apprentissages. Donc les programmes validés peuvent être plus courts, mais néanmoins difficiles à mettre en œuvre au collège et au lycée en France, où il n'y a pas de plage horaire spécifiquement dédiée pour l'instant. L'idée aussi d'avoir des programmes validés, c'est qu'on peut aussi les mener sur plusieurs années et savoir précisément ce que les CM1, CM2 auront fait, du coup ce que les 6e peuvent faire en complément. Donc ça peut être pertinent en termes de cohérence. Par contre, il peut y avoir bien sûr un risque de lassitude si on refait plusieurs fois le même programme chaque année avec des élèves différents. Donc aujourd'hui, ce qu'on recommande, c'est vraiment une combinaison. Comme ça, vous pouvez à la fois vous appuyer sur des programmes qui ont fait la preuve de leur efficacité, tout en ajoutant des aspects qui vous semblent particulièrement utiles pour vos élèves cette année. Au niveau des méta-analyses, je souhaitais aussi souligner plusieurs points sur des facteurs qui vont favoriser l'efficacité de ces interventions en contexte scolaire. Un premier point, c'est l'importance de développer nos propres compétences psychosociales en tant que professionnels. Et vous le verrez dans la diapositive suivante, en fait, tout adulte autour des élèves joue en quelque sorte un rôle de modèle, notamment par rapport à ses compétences psychosociales, dans notre manière de gérer les situations conflictuelles, dans notre façon de communiquer, dans notre façon de collaborer. Donc, ça fait autant de modèles, de rôles que les élèves vont pouvoir suivre et donc développer par là leurs propres compétences. Par ailleurs, si on a développé ces compétences psychosociales de manière conscientisée, on va dire, on a plus de facilité à accompagner les élèves dans le développement de leurs propres compétences de manière explicite, en identifiant et en les aidant à identifier les processus en jeu. D'autre part, ces programmes sont plus efficaces lorsqu'ils engagent l'ensemble de la communauté éducative, donc lorsqu'il y a vraiment une attention portée au climat scolaire dans son ensemble. On travaille, nous, à la fois avec l'éducation nationale, mais aussi avec les personnels du périscolaire, pour qu'il y ait cette cohérence d'ensemble et également avec les parents. Les interventions qui ciblent plusieurs compétences et plusieurs façons de développer chaque compétence sont aussi plus efficaces. Les activités ou les programmes qui vont commencer par développer des compétences psychosociales d'ordre personnel, comme la connaissance de soi, l'identification de ses propres émotions, la régulation de ses émotions, avant de passer à un développement de compétences interpersonnelles, donc toutes les compétences sociales, sont plus efficaces. Et c'est ça que vous retrouverez notamment dans le kit empathie et compétences psychosociales de la DGESCO. C'est vraiment cette idée que même si ce qui a été affiché, on va dire, c'est la question de l'empathie, comment développer l'empathie qui fait partie de ces compétences interpersonnelles, hein, la capacité à écouter avec empathie, à pouvoir aider l'autre. Ça nécessite aussi en amont le développement de compétences psychosociales personnelles. D'autre part, les recherches ont mis en évidence que lorsque les enseignants intègrent vraiment le développement de ces compétences psychosociales dans les séquences pédagogiques disciplinaires, ça renforce à nouveau l'efficacité. Et notamment lorsqu'on s'appuie sur les modalités d'apprentissage SAFE, donc un apprentissage séquencé, actif, donc où les élèves, ça passe finalement par un apprentissage expérientiel, hein, ils vont identifier concrètement qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'eux, ils vont pouvoir nommer leurs émotions,
ils vont développer des outils de communication, etc. Donc c'est vraiment un engagement actif, c'est pas théorique seulement. Lorsque c'est focalisé, c'est-à-dire précisément on va travailler telle compétence pendant 1 heure et que l'apprentissage est explicite. Donc tout ça sont des critères qui vont favoriser l'efficacité de ces interventions. Donc ça, c'était lorsqu'on travaille sur des séquences pédagogiques spécifiquement dédiées aux compétences psychosociales. En parallèle, les compétences psychosociales peuvent être développées à travers trois aspects complémentaires. Tout d'abord, donc, comme je vous le disais, l'adulte comme modèle de rôle, c'est-à-dire que l'enfant apprend aussi beaucoup par imitation, et plus il est jeune, plus il va apprendre par imitation, donc ce qu'on appelle l'apprentissage vicariant. Et donc, plus les adultes dans l'environnement auront développé leurs propres compétences, plus l'enfant a de chances de développer les siennes. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle un ensemble de ministères s'est engagé sur la formation des adultes en position d'éducation pour permettre cet apprentissage aussi vicariant. Par ailleurs, comme je vous le disais tout à l'heure, les modalités pédagogiques vont pouvoir favoriser le développement de compétences psychosociales et leur utilisation, en particulier les séquences pédagogiques qui sont basées sur la coopération. Donc là, je vous ai mis un exemple de ce qui est proposé par Céline Bux, qui a écrit un très bon livre qui vient de sortir sur le sujet, où elle propose vraiment des choses faciles à intégrer dans le quotidien de la classe, qu'elle a appelé des mini-structures coopératives, où à chaque séquence pédagogique, plutôt que de travailler seul, il est proposé de travailler en binôme. Par exemple, vous distribuez une consigne pour un exercice, et bien au lieu de dire maintenant chacun va lire en silence la consigne et répondre à l'exercice, on va plutôt immédiatement proposer une interaction. Donc vous allez lire à deux la consigne et vous expliquer mutuellement ce que vous avez compris ou pas compris. Et donc ça va faciliter en fait l'engagement des élèves, notamment des élèves les plus en difficulté, dans les apprentissages, en partie parce qu'ils vont aussi davantage oser poser des questions, dire qu'ils n'ont pas compris lorsqu'ils travaillent en binôme que lorsqu'ils sont seuls et qu'ils doivent appeler l'enseignant. Donc voilà, ça peut être vraiment des choses simples qui ne nécessitent pas de grandes transformations pédagogiques, mais qui vont permettre de développer ces compétences psychosociales comme la capacité d'écoute, d'empathie, de coopération. Enfin, le troisième volet sur lequel on peut travailler donc pour favoriser un environnement qui développe les compétences psychosociales, ça repose sur un modèle qui a été développé par Deci et Ryan, qui s'appelle la théorie de l'autodétermination, avec plus de 40 ans de recherche en éducation sur ce sujet, qui montre que lorsqu'on répond à 3 besoins psychologiques fondamentaux, que je vais préciser juste après, ça permet non seulement d'augmenter la motivation aux apprentissages, le bien-être des élèves, de réduire les comportements problématiques, mais aussi de développer les compétences psychosociales. Donc ces 3 besoins, c'est tout d'abord le besoin d'autonomie, c'est-à-dire le fait d'avoir le sentiment qu'on a son mot à dire, qu'on peut prendre des initiatives, qu'on a le choix entre, par exemple, telle thématique ou tel poème plutôt que tel autre. Donc, avoir cette sensation d'être acteur de ces apprentissages, c'est vraiment un besoin fondamental de tout être humain, hein, mais important pour les élèves, pour à la fois l'engagement dans les apprentissages, le bien-être et le développement de leurs compétences psychosociales. Le deuxième besoin, c'est le sentiment de compétence. C'est le fait de se sentir capable de réaliser les tâches qui sont proposées donc dans le contexte scolaire. Ce sentiment de compétence, on peut le renforcer à travers les feedbacks qu'on va proposer à l'élève, donc des feedbacks individualisés pour l'aider à repérer ses compétences, les efforts qui ont été fournis. Et enfin, le besoin de proximité sociale, c'est le fait à la fois de se sentir intégré au groupe de pairs, mais aussi de se sentir reconnu, respecté et en lien avec les adultes dans le contexte scolaire. Plus précisément,
Ce qui est considéré en fait dans cette théorie de l'autodétermination, c'est que lorsqu'on adopte une attitude qui est vraiment centrée sur l'élève, avec une attitude de compréhension et d'acceptation de l'élève avec ses différentes compétences et ses besoins, ça favorise cet engagement dans les apprentissages et le bien-être. Donc, très concrètement, en fait, on peut travailler avec les enseignants pour réfléchir à comment modifier peut-être certains aspects des séquences pédagogiques pour augmenter le sentiment de compétence, notamment à travers un guidage et des feedbacks constructifs. Comment on peut mieux répondre au sentiment d'autonomie avec une prise en compte des choix, des préférences des élèves, et comment on peut améliorer la proximité sociale à la fois entre les élèves, mais aussi enseignants-élèves, sachant que souvent on pense que les relations, ça va se faire tout seul entre les élèves. Alors ça se fait tout seul, mais pas forcément de manière constructive. Donc aujourd'hui, on prête vraiment une attention spécifique à comment on peut aider les élèves à développer des relations de solidarité. Donc dès la rentrée, ou par exemple dès l'arrivée en 6e au collège, puisque c'est une période qui va être plus difficile sur le plan relationnel, pour pouvoir vraiment les aider à rentrer dans des attitudes constructives et chaleureuses. Pour information, donc, lorsqu'on propose de travailler sur une meilleure réponse à ces 3 besoins psychologiques fondamentaux, on observe des bénéfices à la fois pour les professionnels et pour les élèves. Là, je vous ai mis un exemple d'un programme de formation qu'on a développé avec Damien Tessier, que vous connaissez peut-être. Donc, c'est le programme Promouvoir la motivation et le bien-être à l'école, sur lequel on a travaillé d'ailleurs aussi avec Natacha Dangoulov, qui présentera une prochaine conférence dans ce cycle, où finalement sur 2 jours et demi, on a proposé aux enseignants ce temps de réflexion et d'appropriation de comment finalement on peut mieux répondre aux besoins psychologiques fondamentaux et développer certaines compétences psychosociales, à la fois les siennes en tant que professionnels et celles des élèves. Et on a pu donc mettre en évidence que après 2 jours de formation, donc une formation, donc une journée en février, une journée en mars, et puis ensuite on a mesuré 2 mois plus tard l'efficacité de l'intervention. On voit que les enseignants eux-mêmes ont pu améliorer leurs compétences émotionnelles et mieux répondre aux 3 besoins psychologiques fondamentaux. Donc vous avez ici en rouge les enseignants qui ont suivi la formation, en bleu ceux qui étaient sur liste d'attente qui n'en avaient pas encore bénéficié, où on voit qu'ils sont davantage en mesure de pouvoir intégrer la réponse à ces besoins psychologiques fondamentaux dans les séquences pédagogiques, et c'est associé à davantage de motivation par rapport à leur métier, d'engagement et de satisfaction professionnelle. Donc, à la fois, ça peut nécessiter certains remaniements, mais c'est pas des remaniements, c'est pas une révolution. Hein, ça peut être des choses assez simples à intégrer dans le quotidien de la classe et qui vont être bénéfiques pour les élèves, mais aussi pour les enseignants eux-mêmes. Et aujourd'hui, on est très attentif à cet aspect puisque ça fait partie des métiers à haut risque de burn-out. Et donc, on souhaite vraiment pouvoir mieux accompagner les enseignants autour de ces questions. Un dernier point donc sur la question de la formation des professionnels, ce qui a été mis en évidence par les méta-analyses dans ce champ, c'est vraiment l'importance de cibler dans le cadre de la formation le développement des compétences psychosociales, donc pas en rester à une compréhension théorique, mais vraiment passer par une dimension expérientielle. Cibler également et expliciter les processus qui sont activés dans le cadre de ces séquences et pouvoir accompagner au mieux les enseignants dans la modification de séquences pédagogiques. Pour vous donner juste un exemple, avec donc une collègue, elle a accompagné les enseignants de 6e qui le souhaitaient dans cette démarche, en proposant trois
3 séquences de 50 minutes qui étaient préparées ensemble et co-animées. Et à la suite de ces 3 séquences, les enseignants se sentaient suffisamment compétents pour remanier, réajuster l'ensemble du programme de l'année en ayant cette attention portée au développement des compétences psychosociales et des besoins psychologiques fondamentaux. Donc aujourd'hui, on a un certain nombre d'interventions efficaces qui sont accessibles à travers des contenus qui sont mis en ligne gratuitement, des formations qui sont proposées au niveau des académies. Donc pour développer les compétences psychosociales des professionnels et des élèves, par rapport aux professionnels, il y aura un référentiel pratique des compétences psychosociales qui sera mis en ligne sur le site de Santé publique France normalement en avril. Donc vous pourrez découvrir un certain nombre de pratiques que vous pouvez expérimenter pour vous-même, avec bien sûr une attention portée aujourd'hui à la question de la formation pour pouvoir rendre ces formations vraiment suffisamment expérientielles et avec un accompagnement et un soutien pour les professionnels qui souhaitent œuvrer dans ce sens, sachant que je vous ai parlé des besoins psychologiques fondamentaux des élèves, mais en réalité, les enseignants, eux aussi, ont besoin que la hiérarchie se préoccupe de leurs besoins d'autonomie, de compétences et de lien social. Donc, c'est un travail qu'on peut faire finalement à tous les niveaux, que ce soit avec les chefs d'établissement, avec les inspecteurs. Donc, voilà, c'est des projets qui sont en cours. Et donc, je vous remercie en tout cas de votre attention. Je serais ravie de pouvoir répondre à vos questions sur ces compétences psychosociales et le bien-être à l'école. Merci beaucoup Rebecca pour cette super conférence. Elle a suscité quelques questions dans le chat, donc je vais relayer certaines de ces questions. Je sais que tu es très investie dans la formation des professionnels de l'éducation nationale et donc je voudrais savoir si tu peux donner quelques pistes par rapport aux formations possibles et notamment on a des collègues qui s'interrogent sur la possibilité de se former sachant qu'à l'heure actuelle il est demandé aux enseignants d'avoir des formations qui se fait hors temps de face à face avec les élèves. Donc, tu nous as parlé des formations, par exemple, qui étaient déjà efficaces avec 2 jours de formation. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, alors justement, on expérimente différents formats pour essayer de répondre au mieux aux possibilités du terrain qui sont pas toujours simples. Donc, plusieurs réponses. Il y a une expérimentation qui vient d'être réalisée sur l'Académie de Versailles, notamment par Vincent Cano, où ils ont expérimenté la formation aux compétences psychosociales pour les enseignants en classe, donc en présence des élèves. Du coup, en fait, l'intervenant forme à la fois les enseignants et les élèves en même temps et propose ensuite des séquences pédagogiques qu'ils peuvent ajuster, bien sûr, avec les enseignants concernés, que les enseignants vont pouvoir après mettre en œuvre, d'abord en co-animation, puis en autonomie. Donc, ça nous semble vraiment une piste très intéressante. L'autre piste vraiment importante, c'est, et c'est un travail qui est en train d'être fait aussi au niveau du ministère, c'est réfléchir comment, dans les séquences disciplinaires, les modalités pédagogiques et l'explicitation des compétences en jeu peut se faire sans formation spécifique à des activités. Donc, c'est vraiment plus l'idée de modifier certaines habitudes. Par exemple, dans le contexte scolaire français, on a beaucoup plus l'habitude d'avoir recours au travail individualisé, en autonomie, donc pour les élèves. Donc ça, voilà, ça nécessite un peu un changement de pratique, mais qui ne nécessite pas une formation spécifique au développement de toutes les compétences psychosociales. Donc ça aussi, c'est un aspect qui peut être facilement intégré. Ensuite, toujours pour répondre à ces besoins et à la dimension expérientielle dans la durée, c'est-à-dire si on veut vraiment développer les compétences psychosociales de tous les adultes en position d'éducation, ça nécessiterait vraiment trop de temps par rapport à ce qui est possible au niveau des académies. Donc là, on est en train de développer un programme en ligne, en e-learning pour Santé publique France, donc qui sera mis en ligne gratuitement pour tout le monde, pour tous les adultes en position d'éducation, pour que chacun puisse finalement choisir
les compétences qu'il souhaite développer pour lui-même, pour pouvoir ensuite mieux expliciter aussi ce développement-là dans le contexte scolaire. Merci Rebecca. J'en profite pour dire que le référentiel Santé publique France est disponible bien entendu sur leur site, mais il est également disponible sur Eduscol et donc on peut retrouver beaucoup d'informations sur ce référentiel. Par rapport au programme validé dont tu parlais, est-ce que tu pourrais nous préciser s'il s'agit de programmes qui sont payants pour les écoles et les établissements ? Alors, les deux formules existent et c'est une très bonne question. C'est une des problématiques. Tout à l'heure, quand je vous montrais le tableau avec les avantages et les inconvénients, un des inconvénients des programmes validés, c'est que certains sont payants et nécessitent une formation spécifique. Donc, c'est le cas, par exemple, de Free for Mowbray. C'est aussi, donc c'est un programme danois, c'est aussi la raison pour laquelle la DGESCO a souhaité proposer un kit en libre accès avec un ensemble de pratiques pour que tout le monde puisse accéder sans devoir passer par une formation qui a un coût. Donc aujourd'hui, par rapport à la question des formations qui ont un coût, vous pouvez tout à fait les faire financer dans le cadre du protocole NEFL, notre école faisons-la ensemble. Donc c'est un financement spécifique que vous pouvez mobiliser qui paye notamment les formations. Donc ça peut être un choix d'établissement de cibler certains programmes validés payants. Merci Rebecca. Tu as un peu répondu à cette question, mais peut-être une petite précision. Tu as bien montré qu'il y avait des avantages et des inconvénients à ce que ces interventions soient faites par des personnes extérieures à l'école. Est-ce que tu penses que s'il y avait la possibilité, par exemple, d'avoir 1 heure par semaine de mobiliser sur l'emploi du temps pour une intervention d'un personnel extérieur, est-ce que tu penses que ça aurait du sens ou est-ce que tu penses qu'il faut vraiment que ce soit quelque chose de conjoint entre ce que proposerait l'enseignant et un intervenant extérieur? Alors, tout est possible et chaque chose peut apporter, sachant que c'est plus efficace quand c'est l'enseignant qui intervient auprès de sa classe. Mais ça peut aussi être efficace lorsque ce sont les conseillers principaux d'éducation. Donc, ça peut être une autre piste pour les formations initiales aujourd'hui, sachant que la formation des enseignants comprend beaucoup d'aspects disciplinaires. On peut aussi s'intéresser aux autres personnels qui ont un rôle important à jouer sur la question des compétences psychosociales. Par ailleurs, les infirmières scolaires aussi ont certains suivis des formations, donc peuvent aussi animer ce type d'atelier. Il y a également des établissements scolaires qui ont fait appel à des parents formés à ce type d'atelier. Voilà, on essaye de faire au mieux finalement avec ce qui est possible. Et voilà, chaque adulte formé qui peut contribuer aura une utilité, mais il y a vraiment un plus, on va dire, quand c'est fait dans les classes avec l'enseignant. C'est vrai qu'on cherche aussi du temps pour pouvoir le faire et on a un collègue en ligne qui nous rappelle que les heures de vie de classe sont aussi des moments dans l'emploi du temps qui pourraient être utilisés à cette fin-là. On se pose aussi beaucoup de questions autour de la maternelle et des petits et savoir si tu pouvais nous donner quelques idées pour mesurer justement le bien-être auprès d'enfants d'âge maternel. Oui, très bonne question. Alors, pour les mesures en maternelle, il y a plusieurs façons de pouvoir le mesurer. Soit on peut utiliser des questionnaires qui sont faits avec des images. On en a développé au niveau de l'Observatoire du bien-être à l'école. Donc, dès qu'on aura le temps, on va les mettre en ligne aussi sur le site pour que vous puissiez y accéder plus facilement. Donc, ça peut être une piste. Il faut expliquer comment fonctionne le questionnaire, puis ensuite leur demander d'entourer les images qui leur correspondent. Mais sinon, la façon la plus habituelle de mesurer ces questions, c'est par l'observation. Donc, il y a notamment un protocole d'observation qui s'appelle InClass pour les maternelles, où on va observer comment est l'élève dans la classe, à quel point, quels sont les types d'émotions qui vont être exprimées, comment il interagit avec les autres élèves et avec l'enseignant. Donc, voilà, ça peut être aussi une piste. Et on est en train de réfléchir avec des collègues de l'Observatoire du bien-être à l'école à intégrer ce type d'outils aux formations d'enseignants pour que les enseignants eux-mêmes, en fait, puissent avoir ce regard sur
comment on peut identifier des éléments de bien-être et de compétences psychosociales dans la classe. Tu as fait référence aux travaux d'Édouard Jantas, donc on m'a demandé plusieurs fois le nom. Donc Édouard Jantas, qui est un collègue psychologue qui a fait un joli programme spécifique, notamment pour les maternelles. Une autre question, est-ce que tu pourrais nous dire s'il y a quelque part des enseignements qui seraient, ou des modalités d'enseignement qui devraient être spécifiques en fonction du milieu socio-culturel, ou est-ce qu'au final, ce serait la même modalité d'enseignement, peu importe le niveau? Oui, très bonne question. Donc, ce que je souhaitais dire tout à l'heure, c'est que plus les élèves vont être en situation de vulnérabilité, que ce soit sur le plan développemental ou en raison de contextes socio-économiques, plus ça va être pertinent d'utiliser des approches coopératives parce que c'est des élèves qui ont plus de difficultés à s'engager dans les apprentissages, qui ont plus de craintes, plus de peur, peur de l'échec, etc. Donc, ça va générer un certain nombre de stratégies d'auto-handicap. Donc, on a encore plus intérêt à utiliser ces modalités coopératives avec ces publics-là. Mais, et là, je reprends aussi ce que dit beaucoup Christophe Marcelier, inspecteur général de l'éducation nationale, c'est que tout ce qui va être bénéfique pour les élèves les plus vulnérables l'est aussi, en fait, pour tous les élèves. Donc, en fait, on va vraiment s'appuyer sur ce qui est le plus utile pour les élèves qui ont plus de difficultés et le généraliser pour que finalement tout le monde puisse en bénéficier. Mais effectivement, au niveau des recherches, on voit que les effets sont moins importants sur des élèves pour lesquels tout va déjà bien, puisque la marge de progression est moins importante. Donc vraiment, on considère, oui, qu'on peut généraliser ces modalités pédagogiques à tous les élèves. Et tu nous confirmes, Rebecca, ton intervention était spécifique aux apprentissages et au développement, on va dire, académique, mais que les effets que l'on peut avoir sur le développement de ces compétences psychosociales se font également en dehors de l'école, et que cette gestion des émotions, les réactions qu'on peut avoir vis-à-vis de la violence quotidienne, ce développement des compétences psychosociales n'est pas uniquement au niveau de l'école qu'on va pouvoir le voir. Exactement, et d'ailleurs c'est particulièrement important là de travailler avec les personnels du périscolaire, mais aussi dans le champ du travail social. Donc on forme aussi les éducateurs spécialisés, puisque c'est là où on retrouve bien sûr plus de facteurs de vulnérabilité, donc encore plus de besoin de développer ces compétences. Donc, on a bien compris que ces compétences psychosociales, c'était quelque chose qui devait quelque part s'entretenir dans le temps, c'est-à-dire qu'il n'était pas suffisant de faire un enseignement à un temps T, mais que quelque part, ça devait faire partie presque de notre pratique quotidienne. Sur les données scientifiques que tu nous as montrées, est-ce que tu pourrais nous dire combien de temps dure l'effet de ces interventions? Tu nous as mentionné des interventions qui étaient très longues par rapport à nos collègues qui font des recherches dans d'autres pays. Est-ce que tu as une petite indication encourageante par rapport à ça? Oui, donc dans la méta-analyse de Taylor, en fait, ils ont rassemblé toutes les études qui ont porté sur des programmes de développement des compétences psychosociales qui avaient un recul entre 6 mois et 4 ans après. Et donc, l'efficacité sur toutes les dimensions que j'ai mentionnées est maintenue à 4 ans. Après, il y a certains programmes où on a un recul de 10 voire 15 ans, notamment sur la prévention des conduites addictives. Voilà, mais c'est pas des méta-analyses, parce que c'est très compliqué de mettre en œuvre des études longitudinales avec des élèves qui vont changer d'établissement et puis qu'on doit retrouver quand ils sont adultes. Mais en tout cas, oui, les études où on a ce recul montrent que à la fois c'est bien sûr pertinent d'avoir des piqûres de rappel, on va dire, et de pouvoir approfondir ses compétences, mais même si on n'a eu qu'un seul programme, l'efficacité dure dans le temps. Et enfin, une dernière question, puisque le temps passe très vite. C'est vrai qu'on aborde peu souvent le domaine de l'éducation artistique et culturelle comme levier de développement des compétences psychosociales. Est-ce que tu as idée de programmes ou alors d'études qui auraient ciblé justement peut-être ces disciplines spécifiques? Alors oui,
alors, pas sur l'ensemble des compétences psychosociales, mais notamment sur les compétences de régulation des émotions. Il y a des liens effectivement avec la pratique artistique et culturelle autour de ces compétences-là. Mais c'est vrai qu'il y a eu moins de travaux, on va dire, que sur des programmes plus classiques en contexte scolaire. Je pense que le biais peut venir aussi du fait que quand on a besoin de mesurer, on a certaines disciplines qui sont plus faciles à mesurer que d'autres, mais effectivement, c'est des champs qui sont absolument intéressants. Rebecca, un grand merci pour la richesse de ton intervention. Merci pour toutes les réponses aux questions que tu as pu proposer. Merci au public pour votre participation. On a eu un taux d'audience qui était très élevé et qui montre la motivation de chacun pour développer justement ses compétences psychosociales. Le temps pour moi de vous présenter la prochaine conférence qui aura lieu le 26 mars à 17 h. Et donc, tu as mentionné cette collègue dans ta conférence. Il s'agira de Natacha d'Angoulov qui va présenter une relation pédagogique positive et bien-être à l'école, quelles compétences psychosociales développer chez les enseignants. Donc ça fait vraiment suite à la conférence que tu nous as donnée ce soir. Encore une fois, l'inscription est gratuite mais obligatoire. Il faut vous rendre sur la page dédiée du site du réseau des INSPE. Un grand merci Rebecca. Il y a plein de remerciements qui arrivent dans le chat, qui soulignent la qualité et l'intérêt porté à ta conférence. C'était encore un plaisir de t'entendre. N'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos de Rebecca et à vous enrichir des ouvrages qu'elle a pu proposer. Merci beaucoup, Rebecca. Merci, bonne continuation à tous. Au revoir. Au revoir.